Chapitre 4. La traite d'esclaves. Il y a 300 ans, il n'y avait pas un seul nègre dans les Amériques, on n'en trouvait qu'en Afrique. À cette époque, des Blancs ont commencé à s'installer en grand nombre en Amérique. Ils désiraient avoir des travailleurs qui les aideraient à bâtir leur nouvelle nation. Ils se tournèrent d'abord vers l'Asie, mais ils furent incapables d'utiliser les jeunes. À ce moment, un dénommé John Hawkins, par la suite fait chevalier, demanda à la reine Élisabeth la permission d'aller prendre des Noirs en Afrique et les amener travailler dans ses colonies dans les Amériques. La reine demanda « Comment les traiterez-vous » et Hawkins répondit « Ils seront civilisés et évangélisés, car ils vivent chez eux dans la sauvagerie et la barbarie. » Ainsi, sous ce prétexte, la reine signa une charte autorisant John Hawkins et ses compatriotes à aller en Afrique kidnapper nos ancêtres par millions. Des hommes, des femmes et des enfants qui furent vendus dans les marchés d'esclaves dans le sud des États-Unis et dans la Caraïbe et condamnés à récolter le coton et la canne à sucre. Les nègres vendus dans la Caraïbe sont restés esclaves pendant 230 ans et ceux vendus aux États-Unis pendant 250 ans. La reine Victoria a émancipé des nègres caribéens il y a de cela 85 ans et Abraham Lincoln en a fait de même pour les nègres américains il y a 58 ans. Nous, nègres des Amériques, sommes descendants de ces Africains kidnappés, asservis et emmenés ici de force où ils ont souffert, saigné et péri pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des hommes libres, civilisés et évangélisés. Ne devrions-nous pas alors nous tourner vers l'Afrique, notre terre ancestrale, et la libérer des chaînes de l'exploitation et de l'oppression étrangère? Le statut du nègre sous les gouvernements étrangers. Dans l'ère moderne, la race nègre n'a eu aucun véritable homme d'État, et notre peuple a toujours présumé que les hommes d'État des autres races pensaient autant à nous et agissaient autant dans notre intérêt que pour toute autre race. Cette impression nous porte à croire que la Constitution des États-Unis fut rédigée pour les nègres, de même que la Constitution de l'Angleterre, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de tout autre pays où des nègres résident en tant que citoyens ou sujets. Notre situation précaire et douloureuse, indépendamment du drapeau sous lequel nous vivons, démontre que les penseurs de ces lois et de ces constitutions, les premiers défenseurs de la liberté humaine, ne nous prenaient pas en compte dans leurs réflexions. C'est réellement un accident qui fit de nous des citoyens, au même titre que les descendants de ceux qui ont établi ces bases de droits humains. Cela nous amène à comprendre qu'en tant que peuple, nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup de la part des hommes d'État des autres races, car leur planification, particulièrement en rapport à ces avantages, en tient compte que de leur propre peuple et pas des nègres. Par conséquent, il est impératif que le peuple nègre parvienne à générer une administration et des hommes d'État capables de contrecarrer les desseins visant à nous disqualifier et éventuellement à nous anéantir. Le nègre, substitut industriel. Le peu de richesse que le nègre a pu accumuler jusqu'à aujourd'hui a comme support l'appareil industriel d'une race étrangère qui ne se préoccupe réellement que de sa propre santé économique et non de celle des autres. Notre enrichissement, en ce qui a trait à l'emploi, est donc purement accidentel. Il est tout aussi accidentel aujourd'hui qu'il le fut durant la guerre de 1914-1918, lorsque les hommes de couleur furent engagés de toutes parts, non parce qu'on les voulait, mais bien afin de remplacer les hommes de leur race dont les services étaient requis ailleurs. Nous, nègres, faisons encore de la suppléance, et au fil des temps, nous perdrons ces places qui ne nous ont jamais été destinées, car ceux pour qui nous les gardions reviendront, et nous nous retrouverons parmi les millions de chômeurs permanents. Conséquemment, il faut que le nègre redresse aujourd'hui son économie pour qu'elle le serve demain. Une race totalement dépendante d'une autre pour sa survie économique finit par disparaître. Par le passé, notre sort fut déterminé par la pitié qu'on nous témoignait et les chances qui s'offraient à nous et nous souffrions. Sans effort de redressement économique, notre calvaire se poursuivra inchangé à l'avenir. Le manque de coopération entre les nègres. Il est si difficile de trouver des hommes dévoués à une cause, qui seront fidèles à un principe, sinon que pour sa valeur propre, pour le bien de la cause, et s'il y a une race qui a besoin d'hommes de ce genre, Dieu sait que c'est la race dont je suis membre. Notre race a besoin de visionnaires et d'hommes habiles, d'hommes de caractère, et surtout d'hommes honnêtes, ce qui est si rare. Le plus grand obstacle sur la voie du progrès de la race provient toujours de la race elle-même. Le sabotage de notre progrès n'est pas tant de sources étrangères qu'il est nègre, alors que nous devrions être les premiers à y contribuer plutôt que de l'entraver. Mais malgré ce manque de coopération, je me console du fait que jamais je ne pourrai m'éloigner de ma race, et aussi longtemps que j'en serai membre, puisque je comprends que les problèmes de ma race m'affectent tout autant, il est de mon devoir d'aider la race à se dépendre de la situation précaire dans laquelle elle se trouve et qui nous désavantage tous. La solution des Blancs au problème nègre en Amérique. La réflexion de l'homme blanc quant à la manière de régler le nouveau problème nègre
s'amorça immédiatement après la ratification de la proclamation d'émancipation aux États-Unis. Sachant qu'un génocide entacherait le blason de la civilisation américaine, il eut recours à d'autres types de solutions qui mèneraient à la disparition du nègre aux États-Unis. Il opta pour cette stratégie-ci. En ce moment, les États-Unis sont sous-développés et ne sont peuplés que par 34 millions d'individus, 30 millions de blancs et 4 millions de noirs, ce qui ne suffit pas à développer notre nation comme nous l'entendons. Nous utiliserons donc les 4 millions de noirs jusqu'au jour où nous aurons suffisamment développé notre pays et où nous n'aurons plus besoin de leur main-d'œuvre. À ce moment-là, nous les abandonnerons à leur sort, ils mourront de faim dans l'absence d'une économie propre, ou émigreront où bon leur semble. Nous ne pourrons pas être qualifiés d'inhumains, puisque nous ne les aurons pas exterminés. Les Blancs venant chaque mois par milliers des quatre coins du monde pour s'installer aux États-Unis sont chaleureusement accueillis. Pourquoi? C'est afin de gonfler la population blanche aux États-Unis, de manière à ne plus avoir besoin de la main-d'œuvre nègre. Ainsi, celui-ci, privé d'emploi, de moyens d'existence et par extension de son pain quotidien, crèvera de faim dans des délais assez brefs. Nous qui surveillons les conditions industrielles de notre race avons remarqué que les nègres aux États-Unis ont perdu les emplois qu'ils occupaient autrefois au profit des immigrants européens. Alors si les Blancs, encore loin d'avoir atteint leurs objectifs industriels concernant le développement national, ont déjà démontré tant de mépris pour notre peuple depuis la mise en pratique de leur stratégie, qu'en sera-t-il dans 100 ans, lorsque l'immigration et la naissance auront fait doubler leur nombre? Voilà le problème auquel le nègre fait face aux États-Unis. La véritable solution au problème nègre, 1922. En ce qui concerne le nègre, il existe aux États-Unis un problème de lynchage, de servitude et de marginalisation. Dans les Caraïbes et en Amérique latine, nous sommes affligés par la servitude et les iniquités économiques et politiques. En Afrique, c'est non seulement la servitude, mais aussi l'esclavage pur et simple, l'exploitation raciale et le monopole de notre politique et de notre économie par l'étranger. Nous nous devons de mettre fin à ces crimes contre notre race. Nous, les 400 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dignes de cette vie que nous a accordée le Créateur, sommes déterminés dans notre volonté d'apporter nos propres solutions en réhabilitant notre terre-mère que nous reprendrons aux mains des étrangers qui l'exploitent. Nous y instaurerons notre propre nation, dotée de notre propre gouvernement, un gouvernement capable de défendre les membres de notre race tout autour du monde et qui se fera respecter des nations et des races. Les Anglais, les Français, les Allemands et les Japonais se font-ils lyncher? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont représentés par des grands gouvernements, des grandes nations et des grands empires hautement organisés, et ceux-ci sont prêts à tout pour préserver l'honneur et l'intégrité d'un citoyen mécontent, où qu'il soit. Ils dépenseront leur trésor national et se battront jusqu'à la mort pour cela. Tant que le nègre n'a pas atteint ce niveau d'indépendance nationale, tout ce qu'il accomplit en tant que race comptera pour du beurre, puisque son vote discriminé et son développement économique attirera les foules violentes et le crime organisé. Et ça, ni son vote, ni sa puissance économique ne pourront y changer quoi que ce soit. On pourrait avancer que sa force économique et son vote pourraient l'aider à se faire reconnaître par son gouvernement, mais il faut savoir que le gouvernement est le peuple. La majorité dicte au gouvernement sa politique, et si la majorité s'oppose à une mesure ou à une race, le gouvernement sera incapable de la préserver. Si le nègre s'enracine en Occident pour 500 autres années, il sera quand même en situation d'infériorité numérique et entouré de races qui n'ont aucun respect pour lui. Il ne pourra pas faire appel au gouvernement pour se protéger, car celui-ci sera entre les mains d'une majorité qui le discriminera. Par conséquent, le nègre ne peut se permettre de se fier qu'à son vote et à son progrès économique, car ceux-ci seront inefficaces face au lynchage, à l'immolation, à Jim Crow et à la ségrégation. Sans l'Afrique, l'avenir du nègre s'avère désastreux. La propagande blanche à propos de l'Afrique. La propagande poussant les nègres occidentaux à se dissocier de l'Afrique ne date pas d'hier. Pendant plusieurs années, l'encre venimeuse des propagandistes blancs a répandu une opinion prétendant que l'Afrique est un lieu méprisable, habité par des sauvages et des cannibales, où aucun être humain civilisé ne devrait poser le pied, surtout s'il est noir. Cette propagande a l'intention des enfants dispersés de l'Éthiopie, en particulier ceux vivant dans les civilisations occidentales, a pour but de camoufler l'expansion coloniale des nations blanches dans ce monde. En ce moment, le monde ne produit pas assez pour nourrir tous ses habitants, alors les forts mangent et les faibles crèvent de faim. C'est pour cela qu'il y a des famines dans certains pays, même si ceux-ci ont une industrie alimentaire fonctionnelle. Les forts y vont et envoient la nourriture chez eux, tout comme la Grande-Bretagne et la France le font en Afrique. Les Européens mangent les produits d'Afrique pendant que les Africains sont affamés. Le fort vit toujours aux dépens du faible. Cette course au territoire, cet empiètement des terres,
n'est que la manifestation de la volonté des races fortes de sécuriser les terrains nécessaires à leur survie économique, car ils savent que, dans 200 ans, il n'y aura pas assez de vivres pour tous les habitants de la planète. Les faibles seront appelés à disparaître. Présentement, le peuple nègre est le plus faible d'entre tous, et, si nous n'acquérons ni pouvoir ni force, nous sommes condamnés à l'extermination. Les 3 stades du nègre dans son contact avec l'homme blanc. La condition politique du nègre en relation avec l'homme blanc passe, selon moi, par 3 stades. Le premier dans la vie du nègre en Amérique est celui où l'homme blanc alla kidnapper le nègre en Afrique, le menotta, l'amena de force en Occident où il le garda pendant 250 ans. Pendant cette période, nous avons travaillé, et cela sans recevoir ni récompense ni rémunération. Nous nous en sommes contentés en gardant à l'esprit la doctrine chrétienne de l'homme blanc disant d'attendre patiemment les fruits de son labeur. Le second stade est celui de l'émancipation, que nous connaissons maintenant depuis 58 ans. À ce stade, un semblant de liberté nous fut accordé, accompagné d'une existence moindre découlant de leur salaire, et nous nous réjouissons à ce stade d'exécuter les ordres reçus. Nous travaillions pour des salaires de misère, et nous votions républicains, démocrates ou autres, et ce, pendant ces 58 années, au terme desquelles nous avons vu la nécessité du changement. Aujourd'hui, nous venons d'atteindre le 3e stade de notre existence, dans lequel nous informons l'homme blanc que, après 250 ans d'esclavage et 58 ans de liberté partielle sous votre égide, nous tenterons de nous diriger nous-mêmes si ce n'est que pour 50 ans. Ce nouveau stade fait appel à toute la virilité de la race et implique la nécessité de se défaire des conditions qui nous affectaient au premier et au second stade, et de nous imposer dans les arènes économiques, industrielles et politiques. Programme de Booker T. Washington. Le monde voyait Booker T. Washington, le grand sage de Tuskegee, le seul guide de notre race. Pour eux, sa vision restait à jamais notre ligne directrice, ne sachant pas que l'éducation industrielle et les enseignements du grand sage de Tuskegee pousseraient le nègre à faire évoluer ses idéaux. Le monde se plaisait à croire que les leaders nègres qui succéderaient à Washington s'accrocheraient à sa doctrine. Malheureusement, le monde connut un réveil brutal, car nous avons un nouvel idéal, un idéal qui se base sur le programme de Booker T. Washington et qui va beaucoup plus loin. Bien que des choses ont changé depuis l'arrivée de Washington sur la scène, sa vision était de donner aux nègres une opportunité industrielle, mais le sage de Tuskegee nous quitta en nous laissant un nouveau problème. Un problème de résolution ne passe pas seulement par le guide industriel, mais aussi par des leaders politiques et militaires. Si Washington était encore parmi nous, il verrait la nécessité de modifier son programme. Aucun guide ne peut diriger notre race avec succès sans porter attention à l'esprit éclairé du nouveau nègre, qui ne cherche pas seulement l'opportunité industrielle, mais aussi une voie politique. Le monde est stupéfait à la vue du nouveau nègre réclamant d'une voix ferme sa place dans les affaires internationales. La croyance fallacieuse en l'auto-ajustement du problème racial. Certains de nos leaders nègres se plaisent à croire que le problème racial aux États-Unis se réglera de lui-même et que le nègre n'a qu'à rester humble, obéissant et soumis pour que tout s'arrange pour le mieux sous un ciel meilleur. Mais pour l'étudiant averti, il est clair qu'une terrible erreur s'est produite il y a 40 et 50 ans de cela, lorsque des hommes noirs ont été élus un peu partout comme représentants aux assemblées, en particulier dans les États du Sud, et même au Capitole national, où des nègres siégeaient au Congrès. C'était une erreur aux yeux des Blancs, la nation était désorganisée, et cela laissait certaines choses aux mains de la chance. C'est cette chance qui fit siéger des douzaines d'hommes noirs au Sénat et au Congrès. Face à cette possibilité de voir le noir gouverner le blanc et légiférer l'existence du blanc aux États-Unis d'Amérique, certains blancs devinrent carrément fous au point de rejeter l'esprit de la Constitution et de la déclaration de Lincoln disant que tous les hommes sont nés égaux. De là vint la détermination d'empêcher coûte que coûte la race esclave de gouverner la race des maîtres aux États-Unis d'Amérique. Certains d'entre nous croient que notre race d'esclaves se verra de nouveau devenir aux États-Unis des législateurs de la race blanche, nos maîtres 60 ans auparavant. Rien de tel ne s'est jamais produit tout au long de l'histoire humaine. Il n'y a pas un seul cas où une race esclave, vivant dans le pays même où elle fut asservie, aux côtés de ses anciens maîtres qui la surpassaient en nombre, a pu diriger et gouverner ses maîtres. Cela n'a jamais été le cas, et jamais ça ne se produira. L'esprit caché de l'Amérique compte bien l'empêcher, quels que soient nos espoirs ou nos impressions. Cela dit, l'histoire a vu des races esclaves évoluer et progresser pour atteindre des sommets d'où elles ont dirigé et gouverné ceux-là même qui les avaient asservis, mais ces races ont toujours dû changer d'habitat, généralement pour retrouver leur terre d'origine, et c'est là,
loin de ceux qui les avaient asservis, qu'elles développèrent leur pouvoir, leur force. Grâce au développement de cette force et de ce pouvoir, elles ont conquis, comme les autres, et ces conquêtes leur ont parfois permis d'asservir leurs anciens maîtres. Par conséquent, prétendre qu'un jour le nègre s'élèvera au sommet de la gestion de ce gouvernement blanc donne de faux espoirs. La seule option pour les nègres ambitieux est de s'organiser à l'international et de bâtir notre propre grande nation en Afrique, notre Afrique. Et là, dans ce pays, par le biais de nos capacités, notre puissance et notre ingéniosité, notre race qui ne se faisait ni reconnaître ni respecter dans les pays où nous étions esclaves, se développera dans l'habitat originel d'où elle pourra envoyer aux pays qui nous avaient mis au fer des représentants de notre race qui seront respectés au même titre que les ambassadeurs de toute autre race ou nation. Les exemples de domination blanche et chrétienne en Afrique. Nous sommes au fait de bon nombre d'exemples de la domination des blancs chrétiens en Afrique. Les affronts de Léopold, roi de Belgique, qui a mis à mort des milliers de nos sœurs et frères sans défense et leur a volé leur caoutchouc. Les Anglais au Kenya, en Afrique du Sud-Est, qui répliquèrent à coups de fusil automatique au manque de coopération des indigènes se rebellant contre les injustices et la brutalité que leurs envahisseurs leur infligeaient. Les Hottentots en Afrique du Sud, se révoltant eux aussi contre la brutalité et l'exploitation dont ils étaient l'objet, qui ont eu droit à un bombardement aérien de la part des Blancs chrétiens, à cequel ils n'avaient comme seule défense que des lances et des boucliers de cuir. Les exemples précédents ne sont que quelques des innombrables atrocités commises à l'égard de nos sœurs et frères africains par les envahisseurs et exploiteurs blancs. L'introduction des gaz chimiques dans l'arsenal des indigènes africains devrait sans faute leur permettre de mieux s'occuper de ces étrangers qui troublent la paix en Afrique. Il m'est donc évident que les nègres devraient tirer profit de toute cette connaissance technique dont l'Occident dispose à travers l'éducation supérieure. Nous pourrions devenir les meilleurs mécaniciens et d'habiles hommes de science capables d'aider au besoin nos frères africains en faisant bon usage de nos connaissances. Non seulement cela, mais c'est du devoir du nègre en Occident, s'il doit voir une Afrique réhabilitée, d'avoir un apport considérable dans les domaines scientifiques et techniques. L'intention derrière leurs actions. Cette boucherie coûta la vie à des millions de nègres en Afrique annuellement et est en fait un système réfléchi et organisé par les envahisseurs européens désireux de s'approprier à part entière toute la richesse de l'Afrique afin de satisfaire leur race et de renflouer l'économie de leur pays au bord de la faillite. Si nous, qui sommes en Occident, ne prenons pas à cœur le développement avancé de l'Africain indigène, il se pourrait fort bien que d'ici 100 ans, les historiens et les écrivains parlent de l'homme noir qui, jadis, peuplait l'Afrique tout comme l'Amérindien peuplait jadis l'Amérique du Nord. Mais nous qui vous guidons connaissons bien la civilisation occidentale, nous ne laisserons sous aucun prétexte l'homme noir devenir une créature du passé, au contraire, il sera un homme du présent à part entière et une force à ne pas sous-estimer à l'avenir. Une persécution qui se ressemble. Il y a de cela plusieurs siècles, le Christ est venu sauver une humanité de sa perdition. De ses 12 ans jusqu'à sa crucifixion, il professa la doctrine du salut sans craindre les grands de son époque. Cependant, son succès fit pâlir d'autres juifs de jalousie, et ceux-ci cherchèrent à se débarrasser de lui. Leur discussion allait ainsi. Comment procédera-t-on? Nous n'avons ni pouvoir ni juge, et si jamais nous le touchons, il n'aura qu'à nous dénoncer aux autorités romaines. La meilleure chose à faire, c'est de l'incriminer. Ainsi, ils fournirent à l'administration romaine des témoignages qui amenèrent Jésus en prison, au bonheur de ses frères juifs, au désir assouvi. Jésus comparut devant Ponce Pilate, le gouverneur. Ce dernier ne vit pas la nécessité de le condamner, car il n'avait porté aucune atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelconque citoyen romain, et les Romains n'enviaient pas ce juif et son œuvre. Cela dit, les Juifs qui, eux, étaient jaloux du Christ, lui forcèrent la main. Ils déclarèrent « Cet homme prêche contre César et l'État, il prêche la rébellion au sein des Juifs paisibles et des citoyens de l'État. Si vous ne condamnez pas cet homme, vous n'êtes pas un ami de César. » Ainsi, Ponce Pilate se vit contraint de condamner Jésus, même s'il le savait innocent. Par la suite, Ponce Pilate crut pouvoir faire un acquit de conscience par la coutume permettant au gouverneur de libérer un prisonnier en jour de fête. Le temps venu de crucifier les condamnés, Pilate offrit aux Juifs d'épargner soit Barabbas, le voleur, soit Jésus, qu'il surnommait le roi des Juifs. Ceux-ci répondirent Barabbas. Ponce Pilate demanda « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et la foule scanda avec vigueur « Qu'il soit crucifié ». Nous connaissons une position semblable en ce monde, des nègres jaloux et égoïstes, sachant qu'ils ne peuvent rien contre les avancées de l'UNIA, rien n'en l'empêche, continuera d'unir et d'organiser les nègres du monde entier, se disent « Nous ne pouvons rien contre Garvey et son organisation puisque nous n'avons aucun pouvoir,
Allons l'incriminer auprès des autorités de l'État et du pays. Allons le dénoncer comme étant un anarchiste séditionniste prêchant contre le gouvernement. De même que les Juifs d'autrefois scandaient « Crucifiez-le », il crie « Arrêtez-le, déportez-le ». Jésus dispensa bon nombre d'enseignements lors de son séjour sur terre, au nombre desquels figure celui-ci. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette déclaration donna aux hommes de toute époque le courage de se sacrifier pour la cause de la liberté humaine. Lorsque nous relatons les hauts faits des héros et martyrs des différentes nations et races du monde qui ont donné leur vie au nom de la liberté, il apparaît à tous que le Christ a dit vrai. En effet, le sacrifice de Jésus et sa condamnation à mort sur la croix du Calvaire fournissent au monde un modèle inoubliable. Aussi peu populaires que furent ses enseignements de son temps, le christianisme devint, au fil des siècles, la plus grande force morale dans le monde, et ainsi fut-ce pour beaucoup de mouvements ayant pris racine dans des circonstances similaires. Ne pouvons-nous pas dire que la doctrine de Jésus, celle du salut de l'humanité, est celle que nous devons enseigner pour le salut de notre race en difficulté? Gardons alors à cœur ce grand idéal que nous avons devant nous. Cette fois-ci, ce n'est pas le salut du monde tel que l'entendait Jésus, mais bien le salut de 400 millions d'âmes ayant souffert de la persécution durant des siècles aux mains des autres races. De même que le Christ, par ses enseignements, sa souffrance et sa mort, triompha face à ses ennemis dans sa résurrection, nous avons foi que des souffrances et de la persécution que nous endurons aujourd'hui renaîtra une race ressuscitée et triomphante. Le nègre sera-t-il exterminé? Le nègre est rendu à un point décisif de son destin. Là où il doit soit avancer, soit reculer. S'il recule, il meurt. S'il avance, ce sera dans l'espoir d'une vie meilleure. Ceux d'entre nous à l'esprit développé scientifiquement ont l'obligation, le devoir d'aller auprès de ces foules irréfléchies de millions de nègres et de leur faire comprendre la gravité de l'époque où nous vivons. Adam et Ève. Nous sommes sur une voie menant d'un côté à une meilleure vie pour la race et de l'autre à son extermination. Toutes les nations et les races attentives sont au courant de cela. C'est la raison pour laquelle les différentes races d'Europe et d'Asie luttent pour leur survie. C'est la loi du plus fort et tous tentent de le devenir. Après observation, on se rend compte que notre merveilleux monde a beaucoup changé depuis le temps de la création. Quand Dieu créa le monde et tout ce qui s'y trouve, il déféra son autorité à deux êtres qu'il avait créés à son image, Adam et Ève. Depuis, l'humanité s'est multipliée d'une manière exponentielle. Là où il n'y avait que des maîtres du monde, nous avons aujourd'hui 1,5 milliard de personnes réclamant la propriété et la domination de ce même monde, autrefois partagé entre deux. La tragique extinction raciale. Lorsque les colons voulurent prendre possession de l'Amérique, il y avait une race aborigène faible qui leur entravait le chemin. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont prise, tuée, enterrée, tout simplement. Ceci indique clairement le sort réservé aux peuples plus faibles de ce monde, quand, d'ici 200 ou 300 ans, les races les plus fortes se seront développées au point de maîtriser toutes les choses matérielles. Ils ne permettront pas à une race faible et sans défense de les empêcher de satisfaire leurs ambitions, surtout si cela va à l'encontre de leur quête de bonheur, de confort et de plaisir. Ils ne l'ont pas fait auparavant et ne le feront pas. C'est ce danger qui inquiète le nègre réfléchi, qui pousse l'UNIA à se battre dans le but d'édifier une race nègre forte, une qu'il sera impossible aux races fortes d'exterminer pour se donner plus d'espace de la même manière que le blanc l'a fait avec les Amérindiens. Le nègre illettré et irréfléchi, ne pouvant voir plus loin que le bout de son nez, est désormais le plus grand obstacle sur le chemin de notre race. Selon lui, nous devons apprécier notre condition, nous ne devrions pas penser à bâtir notre propre nation, nous ne devrions pas chercher à organiser notre race, et la solution à notre problème actuel nous viendra de l'autre. C'est une ligne de conduite périlleuse, et c'est de mon devoir d'avertir les 400 millions de nègres du danger que représente ce type de leader, ces leaders qui tenteront de leur faire gober que la condition du nègre s'améliorera d'elle-même sans qu'il ait à s'en charger par le biais de la politique, de l'industrie, de l'éducation et de toute autre façon. Il est temps pour ceux d'entre nous dotés d'une vision de l'avenir de pousser notre peuple à se lier plus intimement, à s'aimer soi-même encore plus, car ce n'est qu'à travers l'amour-propre que nous pourrons nous élever vers cette vie meilleure qui assurera la survie de notre race demain et qui écartera tout danger d'extinction. Le prix du leadership. La nouvelle propagande de l'UNIA enflamme les foules partout où nous nous trouvons. Par ailleurs, nous qui la répandons sommes parfois très perturbés par les gestes posés par notre propre peuple, des gestes qui, intentionnellement ou non, vont jusqu'à blesser nos sentiments d'amour et de loyauté pour notre race.
Mais que pouvons-nous y faire? Pouvons-nous les abandonner à cause de nos blessures affectives? Absolument pas. Aussi douloureux que ce handicap interférant avec notre capacité d'accomplir notre devoir puisse être, il nous faut, tels des martyrs, avec toute la conviction de la tête et du cœur, payer le prix du leadership. Nous devons compatir, pardonner et tolérer. Ainsi, lorsque l'individu ignare et illettré, faisant partie de notre race, s'oppose à une cause que vous croyez bénéfique pour lui et tout notre peuple, vous pourrez l'ignorer, bien que son opposition insulte au plus haut point votre intelligence et votre dignité. Certains de nos hommes les plus brillants ont comme excuse pour ne pas s'identifier aux mouvements raciaux leur incapacité de tolérer l'obstruction du nègre illettré. Celui-ci, faisant partie de la même organisation, tentera de dicter un programme dans l'intérêt de la race, bien que son opinion n'ait pas d'autre fondement que le dédain qu'il éprouve pour son opposant ou la satisfaction qu'il aurait en faisant honte à ce dernier. Cette crainte a coûté beaucoup de leaders doués à notre race, et il m'arrive parfois de voir le bien fondé de cet argument. Cependant, comme je l'ai dit, un guide est un martyr, il doit se sacrifier. C'est la définition même du leadership. Le guide doit mettre de côté son individualité, tout abandonner pour la cause à laquelle il tient. Ce n'est que grâce à cette compréhension que j'ai personnellement continué de diriger l'UNIA. Comme tous les autres leaders, il m'a fallu affronter l'opposition, la jalousie et la conspiration de certains opportunistes, tout simplement parce qu'ils étaient des membres de l'organisation et que nous aurons peut-être besoin de leur vote d'une manière ou d'une autre pour le bien de la cause. Ce n'est pas du tout que leur opinion intéresse certains d'entre vous, bien au contraire. Cela dit, comprenons la taille du sacrifice que le leadership impose, sachant que nous ne pourrons triompher que dans l'harmonie et dans l'unité. Conséquemment, il importe au guide d'obtenir coûte que coûte ces éléments indispensables à l'obtention des résultats désirés. La race blanche. Aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons unifier notre race dans l'harmonie, car ce n'est que dans une unité puissante liant les 400 millions de nègres que nous pourrons parcourir avec le succès les avenues de l'opposition et les océans de difficultés auxquels nous semblons faire face. Puisque le combat herculéen de la vaillante race blanche pourrait être celle qui suivra à travers les siècles et celui assez semblable mené par la vaillante race jaune sous l'égide du Japon, est pris en compte, la gravité de la situation est d'autant plus apparente en ce qui a trait à notre race. Si nous restons passifs et permettons à la vaillante race blanche de grandir en force et en nombre, cela signifie que d'ici 500 ans, cette race blanche, mûre au nombre, atteignant les milliards, exterminera la race plus faible des Noirs afin d'accommoder leur population sur cette planète à l'espace limité. Ceci est dangereux. Qu'adviendra-t-il du nègre dans les 500 prochaines années s'il ne s'organise pas dès maintenant pour se protéger et se développer? La réponse, il sera exterminé pour laisser la place aux autres races assez fortes pour tenir tête à toute opposition, quelle qu'elle soit. Appel lancé à l'intelligentsia. Les leaders nègres d'aujourd'hui doivent être en mesure d'établir leur race, pas seulement pour le moment, mais de manière permanente. C'est ce désir d'établir le nègre dans une position prospère et joyeuse à l'avenir que l'UNIA mène ce grand combat pour l'émancipation universelle de la race et la formation d'un grand gouvernement africain. Tout nègre sain d'esprit comprendra immédiatement pourquoi il nous faut appuyer un tel mouvement. Nous devons assurer notre survie par nos propres efforts, notre propre énergie, si nous voulons continuer d'exister. Aucune race de faibles ne survivra dans les jours à venir, car ils seront ardus, pénibles et remplis d'obstacles. Je lance alors l'appel à l'élite intellectuelle de notre race, aussi bien qu'à ces groupes illettrés. Nous devons travailler ensemble. Ceux d'entre nous aux meilleures dispositions intellectuelles devront être tolérants envers les illettrés et les guidés. S'il se trouve que nous faisons partie de la même organisation et que l'illettré tente de vous importuner, ne soyez pas dégoûtés. Rappelez-vous qu'il le fait parce que son jugement n'est pas assez développé. Il est donc de votre devoir de tempérer et de le pardonner, car les fins que vous poursuivez ne sont pas personnelles, mais bien pour le développement supérieur de la race entière. C'est sur cette conviction, cette compréhension que je me base quand je me sacrifie pour sauver notre race opprimée. Ceci dit, je suis conscient que la patience humaine a ses limites. On ne peut persévérer dans la provocation de l'autre et le pousser à bout sans récolter ce qu'on sème. L'Afrique aux Africains. Depuis 5 ans maintenant, l'UNIA a mis en avant sa vision d'une Afrique pour les Africains, selon laquelle les peuples nègres du monde entier devraient s'affairer à se bâtir une nation majestueuse en Afrique. Lorsque nous avons commencé à répandre ce message, un grand nombre de nègres soi-disant intellectuels ayant, durant les 50 dernières années, embabouiné notre race, nous ont traités de fous,
Ils ont objecté que les nègres en Occident n'étaient aucunement intéressés par l'Afrique et ne pouvaient pas y vivre. Un éditeur et guide alla jusqu'à dire lors de son congrès supposément panafricain que les nègres américains ne pourraient pas vivre en Afrique, soutenant qu'ils n'y supporteraient pas la chaleur. Des arguments de toutes sortes furent utilisés par ces nègres intellectuels s'opposant à la colonisation de l'Afrique par la race noire. D'autres encore affirment que l'homme noir finira par se faire une place aux côtés de l'homme blanc dans les pays que celui-ci a fondés. Conséquemment, la quête d'une nationalité indépendante pour les nègres est inutile. Les mêmes vieilles histoires de fièvre africaine, de climat inhospitalier de l'Afrique, de moustiques africains et de sauvages africains ont été répétées par nos intellectuels écervelés pour semer la frayeur chez les nègres des États-Unis et des Antilles, s'étant intéressés au projet de l'établissement d'un empire nègre sur notre terre-mère. Et maintenant que les années sont passées et que le message de l'UNIA a fait le tour du monde, nous voyons d'importants hommes d'État et leaders de la race blanche appuyer fermement notre cause, la colonisation de l'Afrique par les nègres en Occident. L'an passé, le sénateur McCallum du Mississippi a introduit à la Chambre des représentants des États-Unis une résolution appelant le Congrès des États-Unis et le président à faire usage de leur influence pour obtenir des alliés, un territoire en Afrique comme remboursement de la dette de guerre qui servit à l'établissement d'une nation indépendante pour les nègres des États-Unis. Et le président à faire usage de leur influence pour obtenir des alliés, un territoire en Afrique comme remboursement de la dette de guerre qui servirait à l'établissement d'une nation indépendante pour les nègres des États-Unis. Peu après, le sénateur France du Maryland fit connaître au Sénat américain un désir assez similaire. Durant son discours sur le bonus de soldats, il dit « Nous avons une très grande dette envers l'Afrique que nous ignorons depuis trop longtemps. Je ne m'étendrai pas sur la nature de notre obligation envers le peuple africain. Des milliers d'Américains ont contribué pendant des années aux œuvres missionnaires qui ont été menées par les honorables femmes et hommes mandatés par les églises américaines. » L'Allemagne à l'avant. Cela révèle un véritable changement d'attitude de la part des hommes d'État vis-à-vis de l'enjeu africain. Une autre proposition nous vient du docteur Heinrich Schnee d'Allemagne, ancien gouverneur d'Afrique de l'Est allemande. Dans une entrevue accordée à Berlin et publiée à New York, l'homme d'État suggère aux États-Unis d'assumer les mandats de la Grande-Bretagne et de la France en Afrique, façon de la coloniser avec les nègres américains. Il s'exprimait ainsi sur le sujet. En ce qui concerne la tentative de coloniser l'Afrique avec le surplus d'Américains de couleur, ceci résoudrait en grande partie le problème, et le plan mis de l'avant par le sénateur France pourrait permettre à la France et à la Grande-Bretagne de déléguer leur mandat aux États-Unis et d'alléger simultanément le fardeau allemand des réparations paralysant l'économie. Les dires des hommes d'État cités et les demandes formulées par des hommes tels que les sénateurs France et McCallum démontrent clairement que le projet d'une nation africaine n'est pas tiré par les cheveux, mais qu'au contraire, il est aussi raisonnable et réalisable que l'était celle de la nation américaine. Un programme, enfin. J'ai foi en cette conviction, habitant maintenant les peuples nègres du monde, voyant le travail de l'Universal Negro Improvement Association, non pas comme un projet visionnaire, mais comme un terre-à-terre, aucunement tiré par les cheveux, mais réalisable d'ici peu si la race entière coopère et s'investit à cette fin. Maintenant que notre labeur commence à porter ses fruits, nous voyons certains de ces saint Thomas d'il y a 3 ou 4 ans tenter de s'associer au nouveau projet populaire de réhabiliter l'Afrique dans l'intérêt du nègre. Ils mettent en avant des programmes creux et tenteront bientôt de s'imposer au public comme défenseurs et leaders de l'idée africaine. Il nous est évident que ceux qui ont suivi le parcours de l'UNIA ne se laisseront pas duper par ces nègres opportunistes tentant constamment de vivre des idées des autres. Le rêve d'un empire nègre. Ce n'est qu'une question d'années avant que l'Afrique soit complètement colonisée par les nègres, comme l'est l'Europe par la race blanche. Une nation africaine indépendante, c'est bien cela que nous voulons, et si les États-Unis veulent aider les peuples nègres à atteindre cet idéal, leur aide est la bienvenue. Nous espérons que le temps venu pour les nègres américains et antillais de s'installer en Afrique, ils comprendront leurs responsabilités et leurs devoirs. Ils n'iront pas en Afrique s'imposer comme suzerains aux indigènes. L'objectif de l'UNIA est d'établir une coopération fraternelle en Afrique, unifiant les intérêts des indigènes africains, des nègres américains et des nègres antillais. En d'autres mots, nous établirons dans un partenariat pour bâtir l'Afrique dans les intérêts de notre race. L'unité des intérêts. Tous savent bien qu'il n'y a aucune différence entre l'Africain continental et les nègres d'Amérique et des Caraïbes. Nous avons tous une origine commune. Notre séparation et notre isolement des 300 dernières années ne sont que le fruit d'un accident. Cependant,
Il est entendu que le temps venu de nous réunifier, nous le ferons dans un esprit de fraternité, et tout nègre s'attendant à recevoir une assistance quelconque de l'UNIA dans son application d'une domination hautaine des membres de sa propre race commet une grossière erreur. Ce type d'hommes ferait mieux de rester là où ils sont et de ne s'intéresser d'aucune façon au développement et à la réhabilitation de l'Afrique. Le nègre en a assez de subir la suprématie raciale que les autres lui ont imposée, et il n'est pas prêt de tolérer que son semblable le traite ainsi lui aussi. Aux États-Unis et dans les Caraïbes, il y a de ces nègres se croyant supérieurs à leurs frères, les poussant à croire que dans l'éventualité d'un réajustement quelconque des affaires de la race, un pouvoir autocrate et despotique semblable à celui que d'autres ont exercé sur nous durant des siècles leur reviendrait de droit. Je réitère qu'il est conseillé à ces nègres de faire une croix sur l'idée maintenant populaire de la colonisation de l'Afrique dans l'intérêt de la race noire. Ils ne nous seront d'aucune aide, car leur identification à notre programme qui dégoûtera les nègres de partout, des nègres qui ne toléreront l'exercice d'aucune supériorité de classe ou de race auquel rêve le leadership racial autoproclamé que nous avons eu durant les 50 dernières années. La base d'une aristocratie africaine. Qu'ils soient aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud ou centrale, les masses nègres s'identifient intimement aux aspirations des Africains continentaux. Nous désirons les aider à faire de l'Afrique un empire nègre où chaque homme noir, qu'il soit né en Afrique ou en Occident, aura l'opportunité de se développer comme bon lui semble sous l'égide des institutions démocratiques les plus favorables. Nous avons déjà établi l'inutilité pour les nègres pompeux de quitter l'Amérique et les Caraïbes pour s'installer en Afrique, croyant pouvoir obtenir des positions privilégiées leur permettant d'affliger la race de cette même aristocratie bâtarde qu'ils ont tenté de maintenir en Occident au détriment de la majorité. L'Afrique fera naître sa propre aristocratie, basée cependant sur le service à la race et la loyauté à celle-ci. Que chaque nègre travaille à cette fin, j'ai le pressentiment que, d'ici quelques années, notre programme sera accepté non seulement par les quelques hommes d'État américains qui ont déjà manifesté leur intérêt, mais par les plus grands hommes d'État du monde comme étant la seule solution au grand problème racial. Il n'y a pas d'autre moyen d'éviter la guerre raciale qui menace de s'abattre sur l'humanité comme prédit par les plus grands penseurs de ce monde. Il n'y a pas de meilleure solution que la répartition des races selon leur habitat. Le temps est venu pour l'Asiate de se gouverner en Asie comme l'Européen en Europe et en Occident, de même que pour les Africains d'être maîtres chez eux, ce qui instaurera la paix mondiale et satisfera la famille humaine dans son ensemble. La conception de l'avenir. L'occasion de déterminer la voie à suivre ne se présente qu'une seule fois dans la vie de l'individu, de la race, de la nation. C'est maintenant l'heure pour chaque nègre, ainsi que pour la race dans son ensemble, d'opter pour la voie qui va dans l'intérêt de notre liberté. Nous qui composons l'UNIA avons décidé de toujours aller de l'avant, toujours plus haut et toujours plus loin dans la poursuite de notre objectif. La liberté humaine, nous avons déterminé entre nous que tout obstacle à notre progrès sera réitéré et mis de côté, car nous avons l'intention de vivre des jours meilleurs. Le nègre est prêt. Depuis 5 ans, l'UNIA déclare au monde entier que le nègre est prêt à tracer son propre chemin. Au sein des autres races et des autres nations, des hommes ont été alarmés par cette attitude du nègre, désireux d'atteindre l'autosuffisance. Cette frayeur s'est répandue dans le monde, à un point tel que des organisations ont été mises sur pied, ici et ailleurs, dans le but de nous dissuader et d'obstruer l'avancement de notre race. On mène, ici et ailleurs, une campagne de propagande pour présenter les intentions de notre organisation sous un faux jour. Certains prétendent que nous cherchons à semer la discorde entre les races, d'autres nous accusent de nous organiser dans le but de haïr les autres. Toute personne sensée, honnête et saine d'esprit sait bien que c'est loin d'être l'objectif de l'UNIA. Notre organisation a comme but absolu l'amélioration de notre condition d'un point de vue industriel, commercial, social, religieux et politique. Nous ne sommes pas organisés pour haïr d'autres hommes, mais pour nous élever et réclamer le respect de toute l'humanité. Notre programme, nous le trouvons noble, nous le savons juste et nous avons pris la décision de nous sacrifier pour que ce rêve prenant racine dans la droiture puisse se réaliser. Nous déclarons au monde que l'Afrique doit être libre, que la race nègre tout entière doit être émancipée de la servitude industrielle, et cela, nous le déclarons sans compromis et sans honte. Nous ne souhaitons pas offenser les autres races, mais nous sommes déterminés à nous faire entendre et à nous voir reconnaître les droits qui nous sont dus. La propagande de nos ennemis. Afin de faire planer le doute sur les œuvres de l'UNIA, il y a eu beaucoup de tentatives d'assombrissement de notre travail. On est allé jusqu'à calomnier notre organisation dans les journaux, on a médit à propos de nos efforts, mais qu'importe, tous les mouvements de réforme ayant contribué à l'avancée de l'humanité
ont dû subir médisance et calomnie. Que ce soit le grand mouvement de la religion chrétienne ou les mouvements de libération des États-Unis, de la France, de l'Angleterre ou de la Russie, tous ont été diffamés. Peut-on donc s'attendre à échapper au même sort dans notre désir de libérer l'Afrique et les 400 millions de nègres autour du monde? Des hommes et des organisations sans scrupules s'opposent à nous. Certains, pour des motifs égoïstes, tentent de se faire des profits sur ce nouvel esprit habitant le nègre. D'autres encore entendent freiner les efforts du nègre dans la poursuite de sa liberté et empoisonnent les pensées de notre peuple concernant les motifs de notre organisation. Cela dit, à cette ère de l'information, tout nègre clairvoyant sait parfaitement ce qu'est la propagande. La propagande est un moyen de discréditer ce à quoi on s'oppose, mais la propagande de nos ennemis s'effacera dès que nous serons aptes à faire parvenir le message de notre organisation à nos peuples parsemés autour du monde. Les amigators. Hommes de la race nègre, sachez qu'un avenir grandiose nous attend, pas la peine de perdre la foi et de s'affaiblir. Il nous faut comprendre que notre destin et notre avenir dépendent de nous, il nous faut sculpter ce destin, et nous, membres de l'UNIA, avons juré sous serment que rien au monde ne nous arrêtera, que rien au monde ne nous découragera, qu'au contraire, l'opposition nous motivera à travailler plus fort et nous unira tant que les millions que nous sommes marcheront à l'unisson vers l'objectif que nous nous sommes donné. On ne peut tromper le nouveau nègre. Le nouveau nègre ne se laisse pas conseiller par ceux qui n'ont pas souffert et subi avec lui. Nous avons souffert pendant 3 siècles. Conséquemment, nous sommes d'avis que seuls ceux qui ont souffert avec nous peuvent comprendre les sentiments qui nous animent. Seul un esclave sait ce que ressent un esclave. Seul un infortuné peut comprendre un infortuné. Il n'y a de ce fait qu'un nègre ayant souffert qui soit capable de savoir ce qui habite son camarade. Qu'il est curieux de voir tant de gens se préoccuper du nègre de nos jours, le conseiller sur sa manière d'agir et sur les organisations qu'il lui faut intégrer ou non, alors qu'aucun n'avait autant à cœur les intérêts de ce même nègre, le temps venu de le réduire en esclavage pendant 250 ans et de le condamner à la servitude, une fois émancipé. Qu'il est très curieux de voir ces mêmes gens s'intéresser au nègre maintenant, au point de lui dicter à quelle organisation adhérer et quel guide soutenir. Bien que nous approchions de jours meilleurs, nous sommes aussi à une période dangereuse où il nous faut soit accepter la bonne philosophie, ou bien tomber dans le piège de cette même vicieuse propagande qui nous a bernés durant des siècles. Duper le peuple. De nombreux leaders de notre race affirment que tout va pour le mieux, que les choses s'arrangent d'elles-mêmes et qu'un jour meilleur approche. Évidemment, nous savons qu'un jour meilleur approche, nous savons que nous retournerons au paradis un jour. Cependant, bien que nous souhaitions voir nos valeurs chrétiennes nous ouvrir les portes du paradis, il nous faut comprendre que les us et coutumes de ce monde n'ont rien à voir avec ce qui se fait au paradis. Il faut traiter ce monde comme il nous traite. Nous vivons une époque temporelle, matérielle, une époque d'activité, d'égoïsme national et racial. À quoi peut-on s'attendre de plus que l'œil pour œil? Nous appelons les 400 millions de nègres du monde à prendre position de manière décisive et déterminée, celle qui veut que nous occupions fermement la place revenant à une race émancipée et dotée d'une nation libre qui lui est propre. Nous sommes résolus à avoir un pays libre, nous sommes résolus à avoir un drapeau, nous sommes résolus à avoir un gouvernement sans égal dans ce monde. Œil pour œil. Notre idée peut bien paraître absurde et risible aux yeux de certains. La presse métropolitaine peut bien nous ridiculiser, et oui, les Blancs trouvent hilarante l'idée que des nègres parlent de gouvernement, mais je vous l'affirme, nous aurons notre propre gouvernement et on récolte ce que l'on sème. L'homme a foi en la loi du talion, tous croient que la vengeance revient à Dieu, mais nous restons des hommes et, parfois, la vengeance habite nos cœurs, même chez les pieux chrétiens. Pourquoi un homme écrit-il une histoire qui se retourne contre lui? Pourquoi commettrait-il contre son semblable des crimes qui lui seront retournés également? Les Allemands ont malmené les Français durant la guerre franco-allemande de 1870, mais les Français n'ont-ils pas pris leur revanche en 1918? Ainsi va l'histoire, et elle se répète. Battez le nègre, maltraitez-le, tuez-le, brûlez-le, emprisonnez-le, raillez-le, ridiculisez-le. Cela vous reviendra un de ces jours, car la destinée de l'homme est dans les mains de Dieu. Dieu n'a aucune réserve avec qui que ce soit, quelle que soit sa couleur. Une race triomphante aujourd'hui peut vivre sa chute demain. Aujourd'hui, les nations et les races prennent le nègre pour leur repose-pied, mais demain celui-ci pourra être au sommet de l'échelle humaine. Mais considérant l'histoire humaine, le nègre n'était-il pas grand et puissant auparavant? Oui, les historiens honnêtes connaissent la grandeur qu'avaient les civilisations africaines d'Égypte, d'Éthiopie et de Tombouctou, surpassant de loin l'Europe et l'Asie. Au temps où l'Europe était peuplée de ces peuples cannibales, sauvages, nus et païens, l'Afrique, elle, était habitée par des hommes noirs cultivés, maîtrisant art, science et littérature,
des hommes raffinés qui, dit-on, étaient comparables aux dieux. Les grands poètes de l'Antiquité chantaient de magnifiques sonnets à propos du plaisir qu'apportait aux dieux la compagnie des Éthiopiens. Alors pourquoi perdre espoir? Peuple noir, vous étiez majestueux et vous le serez de nouveau. Gardez espoir, restez courageux et allez de l'avant. Il n'y a qu'à s'organiser. Restez divisés et on vous exploitera, on vous volera, on vous tuera. Organisez-vous et le monde se devra de vous respecter. Et si le monde vous refuse le respect qui vous est dû, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes nègre, vous, fort de 400 millions, n'aurez qu'à secouer les piliers de l'univers et causer l'effondrement de la création même, comme Samson a fait dans le temple de Philistin. Une vision inspirante. Alors, chers nègres, je vous l'assure, avec l'UNIA, l'avenir est prometteur. J'ai une vision de l'avenir, j'y vois une Afrique restaurée, parsemée de villes avec sa civilisation resplendissante et ses millions d'enfants allant dans la joie et le bonheur. Pourquoi perdre espoir? Pourquoi abandonner et rester derrière dans cette ère de progrès? Rappelez-vous que vous êtes des hommes, que Dieu vous a créés pour régner sur sa création. Levez-vous, sortez de ce pétrin et calibrez votre ascension pour les étoiles. Oui, seules les étoiles sont assez hautes. Ne laissez aucun homme barrer votre chemin et vous défaire de vos ambitions, car l'homme n'est que votre compagnon, votre égal. L'homme est votre frère et non votre maître. Il n'est en rien votre souverain. La joie et l'enthousiasme nous animent à l'UNIA. Laissez-les manigancer et conspirer à nous détruire, nous redoublerons d'efforts. Si vous voulez connaître la raison de mon succès personnel, c'est l'opposition. Opposez-vous à moi, et je me bats encore plus. Si vous voulez connaître la valeur d'un nègre, opposez-vous à lui, et, sous la direction de l'UNIA, ses efforts le mèneront à la victoire. Et dans un avenir non loin, très proche selon moi, l'Afrique reflètera avec splendeur la valeur du nègre et de sa détermination dans son combat pour sa liberté et l'établissement de son propre gouvernement.